Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Alors je vais juste lancer la présentation. Alors on va passer effectivement de cette posture d'immobilisme par rapport à la vidéo qu'on a filmée à une autre posture qui est celle de la pédagogie active, avec une phase d'évaluation, puisque l'année dernière j'étais là pour mettre un contexte autour de ce qu'on peut définir comme étant de la pédagogie active dans ces différentes composantes. Et puis cette année je me suis dit que ça serait pas mal quelque part qu'on approfondisse un peu cette vision, mais aussi qu'on mette quelque part une posture évaluative autour de ça et qu'on voit si ça peut être efficace, parce que c'est bien d'innover et puis c'est bien aussi de tester pour voir si ça marche. Alors allons-y. Tout d'abord, j'aimerais qu'on dégrossisse un peu une idée qu'on a souvent, qui est celle de l'intelligence à la naissance. Alors, peut-être que je peux vous demander de lever la main si vous pensez qu'on est intelligent, en fait. Qu'on est, à naissance, intelligent. C'est-à-dire que certaines personnes, comme par exemple le bébé de gauche est intelligent et celui de droite ne l'est pas. C'est-à-dire que l'intelligence serait prédéterminée. Qui le pense? Ah, on sent le chercheur. Bon, apparemment personne, très bien. Alors, je vais avancer sur cette idée. Est-ce que c'est fondé de dire à quelqu'un qu'il est limité? Notamment, parfois, on se le dit à soi-même. Alors, si vous voulez être dit, ou si vous l'avez dit à quelqu'un, si vous avez transmis cette idée, vous leverez la main. Dire « Ah, je ne suis pas doué en maths, c'est pas mon truc, j'y suis jamais arrivé, j'y arriverai jamais ». C'est-à-dire qu'on se met cette limite-là. Quelque part, on pense qu'on n'a pas une partie du cerveau qui est prévue pour et qu'on n'est pas fait pour. Alors, si vous avez déjà ressenti ça, ou pensé ça, ou transmis ça à quelqu'un, levez la main, ou qu'on voit si... Ok. Alors, on va jouer à un jeu, le jeu du qui suis-je, pour étudier un personnage qui ressemblerait fort à ça, à quelqu'un qui est très limité. La première personne qui devine, c'est un jeu un peu comme un jeu télévisé, hein, c'est filmé, donc ça sera retransmis, la personne gagnera un beau cadeau. Alors je vais lire. Souvent dépeint par mes enseignants comme un mauvais élément, très étourdi, ça commence pas fort, hein. J'éprouve plus tard dans mon enfance des difficultés pour m'exprimer. Je suis renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans. À 16 ans, je rate l'examen d'entrée de l'école que je souhaite intégrer. Vous avouez que ça ne ressemble pas au profil d'un génie. Je trouve dans une autre école une atmosphère plus ouverte et favorable à mon apprentissage, les étudiants étant davantage incités à penser par eux-mêmes qu'à réciter des leçons apprises. J'obtiens de justesse mon diplôme d'études supérieures, car j'avoue, et ça c'est une pensée importante je trouve, est incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire. Je postule à de nombreux emplois sans être accepté. Vous voyez que pour le moment c'est pas brillant comme profil. Vous n'avez pas trouvé? Personne? J'obtiens plus tard un doctorat en physique et un prix Nobel. Et effectivement, on voit que quelque part, quand on qualifie quelqu'un d'intelligent, on ne peut pas rattacher ça forcément à un parcours scolaire ou, on va dire, à la manière dont vous êtes adapté à un système scolaire. Donc, quelque part, tout ça pour en arriver en fait que le concept d'intelligence est effectivement compliqué. Alors, David Géry en 2008 et Steve Masson en 2015 nous apportent une approche évolutionniste de l'apprentissage. Donc l'intelligence n'est pas prédéterminée, on ne l'a pas à la naissance, et quelque part on constate avec l'imagerie que les densités de connexion neuronale sont beaucoup plus fortes chez des personnes qui sont constamment stimulées cognitivement parlant. Alors là j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque le numérique, notamment par le jeu, est un outil très puissant de stimulation neuronale, donc qui permet effectivement de réviser, d'apprendre par stimulation répétée, c'est-à-dire la machine ne se fatigue pas, donc elle peut vous stimuler en permanence. Voilà, donc retenez cette idée importante, notamment en tant qu'enseignant, pas de prédétermination, mais l'intelligence se construit pour tout le monde. Et Carol Dweck, en 2006, au niveau psychique, donc elle nous apporte son approche basée sur l'état d'esprit. Elle classifie les gens en deux catégories. Les gens qui ont un état d'esprit limité, et les gens qui ont un état d'esprit de croissance. Et le rôle de l'enseignant, c'est de faire passer les étudiants de l'un à l'autre. Donc ceux qui ont un état d'esprit de croissance ne vont pas se limiter. Ils disent simplement aujourd'hui, je ne sais pas faire, effectivement, sur ce coup-là, je ne suis pas bon à l'heure actuelle, mais je sais que la semaine prochaine, ou dans un mois, ou peut-être dans 6 ans, j'arriverai à faire ça.
Donc on se construit, ils savent qu'ils peuvent se construire et ils ne se mettent pas de limites. Donc en général, c'est ceux qui réussissent le mieux. Et notre rôle, c'est de les mettre dans cet état d'esprit-là. Alors là, une autre bonne nouvelle avec le numérique, c'est que le numérique nous permet, par le système d'essai-erreur, de nous apporter un feedback permanent. Et une fois de plus, la machine ne se fatigue pas. Et donc notamment, le Serious Game est un excellent outil pour développer l'état d'esprit de croissance, puisque quelque part dans un jeu, on n'arrête pas de faire des essais, de se planter, donc de faire des erreurs, et puis de recommencer, etc. etc. Chose qu'on ne fait pas assez en éducation standard. Et c'est dommage. C'est-à-dire ce feedback permanent que l'enseignant devrait renvoyer à ses étudiants. Alors celle-là, je vais passer, mais par contre, vous pourrez poser la question tout à l'heure si vous voulez que je vous définis un peu plus le profil des étudiants de nos jours, tout simplement par manque de temps. Alors, je vais vous parler d'un processus engageant, c'est-à-dire un processus qui peut aller vers des pédagogies actives. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau de la cible, puisque notre objectif, c'est de viser l'interaction et la participation dans nos cours, puisque tout ça, ça développe ce qu'on appelle la considération des étudiants et la motivation. Et si vous prenez la peine, en tant qu'enseignant, de donner du sens à vos enseignements, ce qu'on fait à travers les Serious Games, notamment, et du défi, gagne à ce jeu, à ce moment-là, on pousse à l'action nos étudiants et on va vers des pédagogies très actives dans le sens où les étudiants sont actifs et pas juste passifs en réception. Alors le problème, c'est que pour arriver à la participation, il faut augmenter la concentration. Alors pour être concentré, il faut être disponible. Et pour être disponible, le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir plusieurs choses à faire à la fois. Alors notamment, moi j'ai noté ici pour l'enseignant classique dans un cours, c'est par exemple diminuer la prise de notes, sauf quand on est bien sûr dans les basses classes, puisque là on apprend à écrire. Mais de manière plus générale, je vous ai rapproché ça de l'ergonomie ou des règles de Serious Game. Et alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que Sweller en 1994 nous théorise la double tâche et la charge cognitive. Alors je vous renvoie vers ça, parce que c'est quelque chose de très important en tant qu'enseignant, puisque souvent on demande à nos étudiants de faire trop de choses à la fois. C'est-à-dire si on regarde bien, s'ils sont dans une posture d'écrire, de comprendre, d'écouter, ça veut dire qu'ils écoutent, ils synthétisent, ils notent la synthèse, et on leur demande de comprendre, puisque juste après on leur dit « Bon, vous avez compris ?» Personne ne répond, puis on continue, en considérant qu'ils ont compris. Mais en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, ils apprennent quand ils révisent. Et quand ils sont en cours, ils ont juste le temps de traiter cette information. Donc l'apprentissage ne se fait pas réellement en classe et il faut en avoir conscience. Et tout ça, c'est parce qu'on leur demande plusieurs tâches à la fois et que le cerveau ne sait pas faire de 2 tâches à la fois. Sweller donc, le théorise en ayant fait des expériences qui montrent que quand on fait 2 tâches, l'une interrompt l'autre et on commute de l'une à l'autre, on met 2 fois plus de temps et on fait 2 fois plus d'erreurs que si on avait fait d'abord l'une entièrement et après l'autre entièrement. Donc ça, c'est important. Et dans le jeu, l'ergonomie où les règles parfois sont trop compliquées, et nous mettre dans une posture de double tâche, puisqu'en fait, on s'intéresse au contexte qu'on a du mal à comprendre et pas au message qui est à l'intérieur. Ensuite, le classement de Hattie en 2009 nous montre que, effectivement, la considération et l'interaction sont 2 leviers principaux en fait dans l'apprentissage. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Si on ne développe pas ça, l'apprentissage ne se réalise moins bien. Et enfin, plus loin, Bandura et Locke nous montrent la motivation naturelle qu'a tout être humain adulte du moment qu'on donne du sens et du défi. Donc, c'est vraiment des points importants. Il faut vraiment travailler ça dans notre ergonomie d'apprentissage. Alors maintenant, je vais vous parler d'une expérience qu'on a fait justement, puisque je vous ai dit que je parlerais d'évaluation aujourd'hui, pour approfondir un peu ce que j'ai fait l'année dernière. Et donc, autour d'une promo d'adultes en formation continue, donc ils ont 25-30 ans d'âge moyen, qu'on recrute, donc en plus ils sont sélectionnés, on a évalué une pédagogie active. Alors, il faut bien comprendre que ces étudiants-là, ils ont un fort désir d'apprendre, ils sont sélectionnés, ils ont un projet professionnel, et ils sont très fortement engagés, sont capables de montrer leur satisfaction ou leur insatisfaction. Et dans ce contexte-là, on avait quand même des échecs. On se dit, waouh, ils sont sélectionnés, volontaires, motivés, et il y en a qui se plantent. C'est pas normal. Donc on a considéré l'échec comme une anomalie, on a remis en question nos enseignements et notre encadrement, et on a mis en place un plan d'action en 17 mesures que je n'ai pas le temps de vous détailler, mais que vous aurez sur les slides, et qui porte sur une pédagogie par projet, donc vraiment une mise en activité de l'apprenant, une organisation béton de formation, un décloisonnement des matières, etc., pour faire des projets transversaux, enfin une démarche assez active, donc en 2 slides. Et bien sûr, pour évaluer tout ça, alors avec beaucoup de numérique, bien entendu, tout ça étant appuyé sur le numérique. Pour évaluer tout ça, donc on a fait 2 enquêtes par an pour assurer un feedback enseignant, étudiant et aussi entre enseignants. 10 questions avec un indice qualité pour chacune des questions et il faut au moins 80%, sinon on remet en cause la thématique et on fait une remédiation. Alors ce qui s'est passé, alors je vais vous montrer juste le graphique, vous voyez il y a une période P1
qui est la période de pédagogie active, une période P2 où il y a eu abandon progressif, et après une période P3 de retour. Alors je reviens sur mon tableau pour que vous compreniez mieux. Donc en 2012, il y a eu un changement après la période P1 de ces 17 mesures. Donc l'équipe pédagogique a un peu changé, le pilotage aussi. Et puis il y a eu une répartition un peu différente des heures de cours, des projets qui ont été abandonnés parce que voilà, la charge de travail était importante et ça a fait diminuer les concertations entre enseignants. Les enseignements sont revenus un peu plus en silo, magistro-centrés, cloisonnés. Voilà, donc pour les changements. Et donc ça fait ces 3 périodes. 7 promotions en pédagogie active, 4 promotions abandon progressif de cette démarche active, et puis sur la dernière, on est revenu un peu en arrière. Donc voilà ce que ça donne comme graphique. P1, pédagogie active, P2, abandon progressif, P3, retour. À la première question, à ce stade, les objectifs de la formation sont-ils atteints ? Sur P1, vous voyez qu'on a... alors, vous avez le tableau des moyennes et puis un verbatim à droite. On avait 95% sur P2, 75%, donc une chute de 20%. 20%. Les objectifs sont beaucoup moins atteints dans une démarche magistrale, alors qu'on transmet la même chose, hein, simplement dans une posture active ou dans une posture plus magistro-centrée. C'était exactement le même contenu, et on voit que les objectifs sont moins bien perçus. Sur les attentes, donc, vos attentes ont-elles été prises en compte ? Donc là, c'est la question, on va dire, qui traite de l'individualisation, quelque part. Hein. Mais effectivement, quand on est en posture active, démarche de projet, l'enseignant est plus disponible pour passer de groupe en groupe et aider individuellement ou par paquet de 2 ou 3 ou 5. Donc, quelque part, l'individualisation est plus présente. Et là, on le voit mathématiquement, hein, sur ces statistiques, avec une chute de 12 points sur la période P2. Sur les contenus vous ont-ils semblé adaptés ? C'est exactement le même contenu qu'on transférait. Pour autant, on voit qu'il y a une chute de presque 10 points, c'est-à-dire que le message est perçu moins adapté quand on le transfère sous forme magistro-centrée. Sur les méthodes vous ont-elles paru efficaces ? Effectivement, les méthodes en pédagogie active ont semblé aux étudiants plus efficaces, puisqu'on a une chute de presque 12 points, avec des témoignages comme celui de Laurent, alors c'est anonymisé. Hein. Là où certains intervenants me semblaient prendre leur rôle à la légère, d'autres m'ont touché par leur abnégation et leur investissement, surtout face à un auditoire amorphe. Voilà le genre de témoignage qu'on récolte quand, quelque part, on est un peu trop en cours magistral. Et bon, on l'a vécu aussi, on sait ce que ça peut être parfois. Donc une chute de 12 points. L'animation, les relations entre vous et l'équipe pédagogique ont-elles été bonnes ? Ce qui est très intéressant sur cette courbe, c'est que, en fait, les étudiants, là, dans ce cas-là, ils ne reprochent pas la relation avec l'enseignant. Elle a toujours été bonne dans les 2 périodes. Donc sur ces 10 années, une chute de 2 points, c'est pas franchement significatif. Donc c'est pas vraiment un problème relationnel. Et ça, c'est important. Parce que si ici, on avait une chute relationnelle, ça aurait faussé tout le reste. Et c'est pas le cas. Bon, par contre, ce qu'on voit, c'est que les relations entre stagiaires, enfin entre étudiants, ont tendance à être meilleures, alors 10 points de différence, quelque part dans une attitude projet que dans une attitude magistrale. Alors peut-être que ça a une influence, peut-être que c'est juste un effet promo, mais en tout cas, c'est intéressant, ça serait intéressant à investiguer plus en profondeur. Et enfin, l'organisation de la formation vous a-t-elle convenu ? Eh bien, on voit qu'il y a une chute de presque 20 points, enfin 19 points. Donc ça veut dire que, quelque part, on a été moins bon en organisation quand on était chacun dans notre matière et bien meilleur quand on était en approche projet. Fatalement, on est obligé de discuter quand on fait des choses ensemble. Donc tout est concerté, tout est imbriqué. Alors que quand on est plus chacun dans sa classe, il peut y avoir des soucis d'organisation et moins de dialogue. Et d'ailleurs, c'est retransmis par Laurence, qui dit quelques problèmes d'organisation de certains formateurs et manque de communication entre eux. Fatalement, si on ne cherche pas à discuter, on ne la voit pas. Le pourcentage de satisfaction moyen, et j'en terminerai rapidement. Donc là, on voit donc sur les 10 ans une chute de 10 points sur la satisfaction que j'ai corrélée à la réussite. Je vous ai mis la réussite en dessous, une chute de 12 points. Donc ça donne ça en version moyennée. Hein. Et donc on voit que, effectivement, la période en pédagogie active était quand même 10 ou 12 points supérieure en fonction de la satisfaction de la réussite. Donc on voit quand même qu'il y a une influence qui est non négligeable sur des étudiants en plus ultra motivés. Hein. Donc imaginez dans des promos où le mélange serait, motivationnel serait un peu plus vaste. Donc en conclusion, si vous voulez organiser une formation ou la rendre un petit peu plus efficace, suite à notre expérience, voilà ce qu'on vous conseillerait pour lutter face aux vents institutionnels ou sociétals qui peuvent être opposés ou de pair. D'abord, travailler votre organisation pour qu'elle soit efficiente, ce qui va encourager les enseignants à se concerter et à faire équipe.
Et cette notion d'équipe, elle est vraiment capitale en pédagogie active, puisque c'est grâce à ça qu'on peut avoir une approche active et une approche projet, c'est-à-dire décloisonner les matières et les faire travailler ensemble. Et à partir de ça, on peut travailler une évaluation formative qui est quelque chose de capital. Et c'est là où on parle de feedback, c'est-à-dire que l'étudiant n'a pas juste une note en fin de semestre, mais tout au long de l'année, des feedbacks très très réguliers. Et tout ça, bien sûr, il faut l'appuyer sur des outils numériques. Par exemple, le Serious Game est un excellent outil de feedback et d'apprentissage. Et grâce à tout ça, si on travaille sur ces aspects-là, effectivement, on peut hisser très haut la nacelle de la satisfaction, de l'engagement et de la réussite. Voilà, donc je vous ai mis quelques références et je suis disponible pour vos questions. Et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François, extrêmement dynamisant pour cette première présentation. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile peut-être pour poser une question. J'avais quand même une question à te poser et je faisais la remarque à Jean-Claude à côté. Je prends l'exemple des masters, si je prends cela. On a, si je prends l'exemple d'une autre, énormément de professionnels. On fait master professionnel, master recherche. Je vais quand même penser que les masters recherche, ce sont d'autres professionnels, on va dire. Tout le monde, en fait, est professionnel. Simplement, pour faire en sorte qu'il y ait une communication entre ces professionnels, alors, comment est-ce qu'il faut qu'on s'y prenne? Parce que derrière, ils ont leur propre contexte, ils ont peut-être leur propre ressort individuel. Faudrait-il les former aussi? C'est toute une problématique. Je ne sais pas si on a la réponse, mais en tout cas, c'est une vraie question. Je lance un petit peu le débat, je ne sais pas. Bon, c'est simple en fait de notre point de vue, puisqu'on a aussi eu ce contexte-là, c'est-à-dire que c'est une formation adulte, formation continue, donc avec à peu près la moitié de professionnels donc, qui viennent d'entreprises et qui nous apportent leur expertise, et heureusement, puisqu'elle est mise à jour d'une manière différente, on va dire. Et je pense que nous, on a réussi en fait à créer des moments de convivialité, notamment lors des réunions pédagogiques ou des conseils d'enseignement, qui ont fait qu'on a donné envie, comme vous le faites ici hein, d'ailleurs, aux gens de se rencontrer et de se parler, de rester un peu en dehors de la réunion formelle, dans l'informel. Et c'est dans ces moments informels en fait où on crée du lien. Et du moment qu'on crée du lien et qu'on arrive à faire des réunions efficaces, on arrive à rentrer dans des démarches projets. Mais c'est vraiment, il faut réussir à susciter l'envie et aussi à donner quelque part un objectif. C'est-à-dire, bon, on se réunit, on aimerait mettre en place une démarche projet. Quel genre de projet vous aimeriez traiter et construire ensemble? Alors nous, par exemple, on crée des grandes conférences comme vous faites ici. On fait venir 200 personnes et on traite d'un sujet lié au multimédia. Et nos étudiants créent absolument tout. Donc la communication avant, la communication pendant, la communication après et toute l'organisation. Et ce faisant, donc, ils apprennent à communiquer sur tous les supports. Bon, les professionnels qui font partie de la formation ont joué le jeu. Qui a apporté l'accompagnement au web design, au graphisme, à la création de logos, un autre professionnel, la partie vidéo, film, etc. Et donc chacun a mis en fait la pierre à l'édifice pour étayer en fait le projet, tout en sachant qu'ils se rendent compte que quand on fait une approche projet comme ça, les étudiants, on n'a pas besoin d'être derrière pour les faire travailler. Ils ont vraiment envie de travailler parce qu'ils travaillent sur un objectif concret pour eux. En plus, après, ils sont confrontés à des professionnels, ce qui est très valorisant pour eux, parce qu'ils peuvent distribuer des cartes de visite. Voilà, donc un peu comment on s'y est pris. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Pas de... Ah, Olivier. Bonjour. Moi, j'aurais une question entre les deux processus, donc centrés sur les cours magistraux et puis actives. Là, ce sont surtout les étudiants qui ont été interviewés. Du côté des enseignants, est-ce que vous pourriez dire un mot de la charge de travail et de l'ambiance de travail du côté des enseignants? Oui, alors charge de travail, effectivement, suivant les projets, ça peut demander du travail, d'organisation notamment. Mais ce qu'il en ressort, en fait, c'est que les enseignants, si l'animation est bonne, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai commencé par la bulle de l'organisation. Il faut vraiment une organisation qui ne laisse pas à désirer, parce que les enseignants, du moment qu'ils voient que ça commence à être flou, et puis qu'il faut qu'ils fassent des relances, etc., ils abandonnent vite. Par contre, si l'organisation est vraiment efficace, l'enseignant suit.
Tout simplement parce qu'il se rend compte qu'il a affaire à une classe qui est vraiment motivée et demandeuse de travailler dans ces conditions-là. Et donc, ils sont prêts à faire la part des choses entre quelques heures en plus d'animation, etc., de création de projets, et puis d'accompagnement individualisé. Je pense qu'ils sont conscients que, comme ça leur permet d'aller vers un accompagnement plus individualisé, c'est-à-dire au moins, au lieu d'avoir une classe complète en face, en fait, ils ont des groupes qui font des choses, et eux circulent. Et la modalité pédagogique n'est pas la même, elle est beaucoup plus sympathique, et on va beaucoup plus en profondeur de certaines choses. Et je pense que la charge de travail, elle est oubliée dans ces cas-là. Alors, après, il ne faut pas non plus qu'elle soit aberrante, hein, c'est-à-dire qu'il faut le gérer à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter dans un projet en disant « Bon, là, c'est bien, on pourrait faire mieux, mais on ne va pas y aller tout simplement parce que ça demanderait trop de moyens humains ou financiers. » Voilà, donc, une fois de plus, c'est à la gestion de faire ça, c'est-à-dire de dire « Là, on ne va pas aller plus loin que ce seuil-là. C'est bien, on a atteint nos objectifs pédagogiques et il ne faut pas aller plus loin. » Bien. Merci Jean-François, merci Avec beaucoup. plaisir, merci à vous. Et on va alors passer dans un autre registre. Je peux vous interrompre? Oui. Dans les serious games, tout est relatif. Et concernant donc la pédagogie active, donc on a vu que c'était très motivant. Hein, très motivant. Et puis c'est très efficace parce qu'effectivement, ceci explique cela. Voilà.